Avant de réaliser la restauration des couches picturales, il a fallu valider en somme la solidité de la voûte. Pour cela, on a fait appel à une technologie nouvelle qui est l'holographie. Ce sont des fréquences. Donc, cette technique est issue de l'aéronautique. Ces fréquences donc, sont envoyées sur le support, sur la voûte, et en fonction du retour, on quantifie un petit peu la zone de détachement s'il y a un détachement. Le retour est différent en fonction des zones qui sont détachées de celles qui sont bien solidaires du support. Ce qui nous permet d'avoir une cartographie avec des zones qui présentent des aspects de détachement. Toutes ces zones-là, bien sûr, qui menacent de se détacher, sont validées au niveau du détachement par les restaurateurs de manière à confirmer un petit peu ce relevé holographique. Cette méthode nouvelle un peu a remplacé le toucher, c'est-à-dire qu'on aurait monté un échafaudage et puis toute la zone aurait été balayée en sondant à l'aide d'un stéthoscope. On frappe un petit peu sur la surface et en fonction du retour, on sait s'il y a un détachement ou pas. Maintenant, la technologie nous permet un petit peu de faire ça à distance et surtout sans contact avec l'œuvre puisque ce sont des fréquences simplement. La difficulté dans l'échafaudage, c'est de réussir à rentrer un échafaudage qui fait 40 mètres de long sur 13 mètres de haut, tout ça pendant des journées de fermeture et qu'il soit monté en prenant les précautions que l'on imagine autour de ces œuvres que sont les stucs, les marbres qu'il ne faut pas épeaufrer et abîmer. La difficulté de cet échafaudage, effectivement, c'est de passer au plus près des décors, c'est-à-dire avoir un accès qui soit à moins de 20 cm d'un décor. C'est un peu comme la colonne vertébrale pour nous, c'est-à-dire qu'autour de cette colonne vertébrale, il y a tous les réseaux qui sont l'électricité, la climatisation, la ventilation qui est très importante, l'éclairage. Et il faut en plus qu'il soit adaptable, c'est-à-dire que parfois, il est trop près des œuvres ou trop loin, donc il faut des parties mobiles qui permettront d'accéder à certains détails de sculpture. Sur la partie haute, au niveau des peintures, vous avez des tours roulantes qui permettent d'accéder dans certaines zones qui sont très hautes, et à la fois sur le même échafaudage, on accède à des zones beaucoup plus basses. En dehors du fait qu'il soit très adapté aux restaurateurs, pour les visiteurs, il n'y a presque pas de gêne. Il y a eu un habillage qui le permet de s'intégrer dans la galerie des glaces et qui permet en somme comme un rideau de cacher la zone de travail. Mais l'exploit surtout, c'est de rentrer tous ces éléments à l'intérieur par les jardins tout en ne gênant pas les visites. Ces montages ont été réalisés les jours de fermeture plus les nuits pour justement ne pas occasionner de gêne pour les visiteurs.
La restauration du parquet est nécessaire, dans un premier temps parce qu'il y a 3 millions de visiteurs et que ce parquet-là était très usé. Il correspond à un parquet qui a été refait en 1950. Ce parquet qui avait été refait en 1950, d'ailleurs, avait des goujonnages et des chevilles qui étaient en fer et qui étaient non conformes par rapport à l'aspect d'origine. Donc, de nouveau, on va remettre des goujons qui seront en bois comme à l'origine. Et surtout, il nous a permis de passer tous les réseaux qui ont permis l'alimentation électrique, l'air conditionné, tous ces éléments-là ont pu être passés. Le véritable exploit, ça a été de le réaliser sans fermer le château, c'est-à-dire de changer près de 1000 mètres carrés de plancher sans jamais empêcher les visiteurs de passer. Ces travaux ont été réalisés la nuit et les jours de fermeture. Sur le faux plancher, on le restaure, on consolide et dessus on repose le parquet. Donc ça c'était celui sur lequel on marchait habituellement? Ah non, 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 pas du tout. Celui sur lequel on marchait, il y a l'échantillon de panneaux là. Celui-là, il date des années 50. Celui-là, il est parti à la benne, complet. On a réussi à en récupérer 3-4 comme ça pour dire pour les archives, mais autrement, le reste, c'était irrécupérable. Nous, on arrive avec des panneaux de versailles, qu'on appelle le panneau complet, chevillé comme on peut voir partout. Et alors là, vous êtes bien arrivé pile dans l'axe. Vous avez 1 millimètre de différence. Chose, ouais. Mais sur l'ensemble, sur 70 mètres de long, c'est pas mal quand même. Ouais. Vous avez réussi à respecter l'axe principal. Le parquet des années 50 vient en remplacement d'un précédent qui date de la fin du 19e siècle. En fait, on ne sait pas à quelle période, mais le parquet d'origine avait disparu. Alors, est-ce à la Révolution? Est-ce un petit peu plus tard? Le problème, c'est qu'on ne conserve pas de dessin qui montre le parquet tel qu'il a été créé au XVIIe siècle. On a énormément de dessins au niveau, par exemple, des lambris de marbre, sur les décors de la voûte et de la corniche, mais par contre, on n'a rien sur le sol, ce qui était prévu en sol. Alors, malheureusement, on ne le saura jamais. Toutes les archives ont été vraiment épluchées, ratissées, donc on n'a rien malheureusement, à moins d'une surprise extraordinaire. Il y a à peu près 3 millions de personnes qui défilent dans la galerie des glaces. Donc vous voyez, ça fait énormément de passages, de flux. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on constatait en réalité que les parties de parquet les plus usées étaient celles qui étaient au début de la galerie et à la fin de la galerie, parce qu'en fait les gens ralentissent pour la contemplation de la galerie, donc il était très très usé au départ. Après les gens cheminent dans la galerie et puis s'arrêtent à nouveau à la fin, sans doute pour jeter le dernier coup d'œil sur cette œuvre magistrale.
chose. Faites attention parce que là, il y a des poutres partout. Nous sommes dans les combles de la Galerie des Glaces. Et ce que vous voyez juste ici, c'est l'extrado de la voûte de la Galerie des Glaces, avec sa coque qui est entièrement revêtue de plâtre. Tous les plafonds ont intervenu. Ah oui, bien. Parfait. Et donc, il y aura tous les chemins de câbles qui passeront le long. Dessus, il doit être un passage. Comme on l'a descendu. Là, nous faisons aussi des interventions qui sont liées en fait à un projet de la galerie qui sans doute a vécu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, où en fait il y avait des oculis qui permettaient l'éclairage indirect de la voûte de la Galerie des Glaces. Donc pour permettre un éclairage maximal de cette voûte, on avait utilisé les grandes fenêtres de l'attique et par un système ingénieux d'ouverture pratiqué à la naissance de la voûte, qu'on ne voyait pas du tout depuis le bas, eh bien on avait quand même un éclairage indirect. Et cette disposition avait été prévue par Jules Hardouin-Mansart dès l'origine. Il avait prévu en fait sur les deux côtés de la galerie, aussi bien côté jardin que côté intérieur. Et en réalité, il a été confronté à des terribles problèmes pour réaliser la même chose du côté est, parce qu'il y avait déjà des toitures et c'était très complexe pour lui de créer des nouvelles ouvertures. Donc il n'a réalisé son projet en fait que du côté ouest, côté jardin. Et cette disposition a été supprimée vraisemblablement au début du XIXe siècle, peut-être à cause de courants d'air, peut-être à cause de problèmes de poussière. Toujours est-il qu'on est venu calfeutrer ces ouvertures avec des grands panneaux d'occultation. Et dans le projet de restauration qu'on est en train donc de réaliser, on réouvre ces ouvertures. Alors le dispositif en plus est très subtil parce qu'il y a une correspondance entre la réalité et puis le décor. Étant donné que là où il y a les ouvertures qui pénètrent donc dans le décor peint, il y a en fait des grands ciels avec des tapisseries qui sont relevées par des petits angelots. Et donc les ciels sont illuminés. Alors que de l'autre côté, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'ouverture, les tapisseries sont abaissées. C'est-à-dire que les ciels sont pratiquement invisibles parce que les tapisseries sont abaissées. Donc il y a bien cette subtilité entre ce qui est révélé et ce qui ne l'est pas, entre le vrai et le fictif. Là, après le R pour l'instant. Sur les cartouches et sur ces choses-là, on sait qu'il y a eu des inscriptions en latin, mais personne ne sait exactement ce qu'il y avait d'écrit. Et donc c'est vraiment inédit, il n'y a pas de trace historique de ce qui a été écrit. Je pense que dans les armes aussi, on doit pouvoir peut-être découvrir des insignes de pays ou de choses comme ça qui peuvent nous aider sur ce que ça veut dire exactement. Après la Révolution, tous les symboles de la royauté ont été enlevés, puis remis
il y a plein de choses intéressantes qu'on découvre au fur et à mesure. Il y a certains cartouches qui étaient d'abord dorés et les inscriptions écrites en noir dessus, puis finalement ils ont fait l'inverse. Donc on essaye de comprendre pourquoi. Et peut-être que justement en nettoyant certains éléments de peinture décorative, on va trouver des choses qui pourraient donner des informations là-dessus. Moi je verrais presque un I mais juste avant le D. Comme si c'était R-E-I, tu vois. Qui se connaît en latin, ça devrait être. On va pas redorer, on va faire des retouches ponctuelles, mais ça c'est en fonction de. On va en discuter, en débattre avec le comité scientifique pour essayer de savoir jusqu'où on va, quelles sont les retouches qu'on fait et comment on les fait. Éventuellement, on peut les faire simplement à la gouache ou à l'or. Voilà. C'est une ancienne palmette. Ouais. Au départ, les dorures étaient faites pour faire l'illusion d'or massif. Donc évidemment, là, la seule solution pour faire ça, ce serait de redorer. Et on ne fait des retouches que aux éléments où on a une perte de lecture, en fait. D'accord. Et par contre, c'est là où le R est en majuscule en fait. Je vais le mettre en plus gros. Ouais. Donc, next. Donc ça, on a fait des fiches techniques pour chaque groupe sculpté. Et donc on fait une photo d'ensemble. Là, on essaye d'inscrire l'inscription justement latine. On fait un descriptif général de ce qu'on trouve aussi pour nous, pour la restauration de dorures. Et si on a des cas particuliers, des petites choses, si on découvre des campagnes de restauration particulières, et puis ensuite ça permet de faire une synthèse. C'est juste un document de travail en fait pour l'instant. Il y a celle-là qui est déjà débranchée. Oui. On se met 4 dessus, alors 2 et 2. Vous commencez ici. Là, voilà, parce que là, si tu veux, c'est pas des dépôts comme celui-ci. Aujourd'hui, on a une quinzaine, mais nous sommes beaucoup plus nombreux dans l'équipe. Nous sommes 62. Nous sommes une équipe à 80% français. Il faut dire que sous 62 personnes, il y a environ une vingtaine de personnes qui sont italiens et tout le reste, c'est des restaurateurs français. Nous sommes une équipe, moi je dirais, européenne. Nous avons aussi des Allemands et des Belges dans l'équipe. Déjà, on a fait un travail semblable avec donc toute l'équipe, avec les mêmes personnes. Semblable et pas. On a fait la galerie d'Apollon au musée du Louvre. C'est quand même une galerie qui se rapproche le plus, je dirais, de la galerie des glaces. Les Bruns travaillaient là-bas avec Louis XIV, avant que Louis XIV vienne s'installer ici à Versailles. Il est resté d'ailleurs inachevé pendant des siècles, la galerie d'Apollon au Louvre. Donc, moi, je dirais c'est presque logique. Les Bruns, il a fait la galerie d'Apollon au Louvre et puis il est venu faire la galerie des glaces. Ben, nous aussi, voilà. Avant chaque démarrage, vous regardez où sont les zones fragiles. Vous pouvez les entourer. Là, voilà. En confrontant avec ce qui marche. Si on arrive à attendre, là, on va commencer
déboussiérage, mais sinon on va simplement marquer les soulèvements pour la peinture. D'accord. Donc bon, on met la lumière comme vous pouvez voir où ça commence, où ça se termine approximativement, parce que tu vois, t'as là. Donc il y a deux opérations conjointes, si vous voulez, le déboussiérage et aussi les repérages des parties critiques, donc en soulèvement, qu'on marque pour contourner avec l'aspirateur pour empêcher que les écailles soient aspirées par notre opération. De loin, il faut que ce soit aussi visible pour les personnes qui vont venir après faire le refixage. C'est refixer en fait les écailles de peinture qui ont tendance à se soulever et à tomber. On est obligé de faire attention à tout dès qu'on bouge quelque part, soi-même, quand on bouge soi-même et quand on bouge aussi les échafaudages. Il faut être très vigilant pour ne pas rafler les peintures. Alors, mes collègues ils sont en train de faire c'est ce qu'on appelle la consolidation de l'enduit. C'est repérer tous les problèmes d'adhésion du support et puis essayer de les colmater, au fait de les résoudre pour faire en sorte qu'ils ne seraient pas des points de fragilité de la voûte au fait et on risque d'avoir des parties qui se détachent par exemple. C'est-à-dire, vous voyez déjà, il tape la surface avec les doigts pour entendre les bruits. Hein. Et là où ça sonne creux, en fait, on a des poches dans l'enduit et donc ils font de petits trous avec une perceuse à la main et puis ils injectent un mortier et à partir du bruit, on peut aussi repérer si la poche est loin de la surface, est tout près de la surface, donc on peut, si elle est importante, si elle est petite, donc à partir de ça, on prend une adhésive plutôt qu'une autre, ou on utilise un procédé plutôt qu'un autre. C'est des trous assez minuscules. En rapport à la surface, il faut bien quand même injecter un mortier pour essayer de conserver la peinture. Quand nous sommes malades aussi, nous faisons des piqûres. Hein, il faut bien faire un trou, faire entrer les médicaments. Donc je pense que c'est nécessaire. C'est vrai que les œuvres d'art, comme tous les matériaux qui sont en nature, c'est un matériau périssable. Donc, tout comme nous, n'est-ce pas, nous avons une durée de vie, les matériaux aussi. Donc, nous essayons de les faire vivre le plus longtemps possible. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'ils ne sont pas éternels, nous non plus d'ailleurs.
jours? Non, 5 jours. Je veux le faire 2 jours, 3 jours. On a dit qu'il vaut mieux être synchro avec Idoline. Est-ce que je leur fais la bande? On garde un carré pour l'instant. Il y a des touches originales assez vives. Les couleurs ont été énormément modifiées par les apports de restauration. Elles ont été interprétées. Et puis les matériaux de restauration, ils sont vieillis aussi. Donc ils les ont altérés, donc tout est beaucoup plus foncé. Alors que c'était un ciel, vous voyez les écailles qu'on trouve. C'est un ciel au lapis lazuli, donc c'est une couleur très vive, c'est un bleu très vif. La couleur initiale, elle est intacte. Les pigments sont des minéraux et ça ne bouge pas. Le bleu est vraiment vif. Ouais. Très beau. Ils ont un petit peu interprété le ciel façon soleil couchant. Il y a beaucoup moins le souci en fait d'en faire le minimum. Comme on a maintenant. Ce qui comptait, c'est de faire une image convaincante. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez à l'image, mais les bleus, il apparaît, il y a des nuances roses. Là, on retrouve aussi les profils de la colline. Alors que si vous voyez, on s'arrête à cette chose qu'on voit tout à côté, une espèce de magma informe, on ne sait pas où réintégrer, effectivement. Donc, il faut aller jusqu'à là pour pouvoir rétablir ce qui est plus proche possible de l'original. L'ensemble de la lumière ici doit être contrôlé, à la fois pour ne pas chauffer bien évidemment et altérer les œuvres, et surtout éclairer très précisément chaque zone avec une intensité qui permettra de la régler en fonction de la météo et puis des nuages qui seront à l'extérieur ou pas. On aura un éclairage qui sera constant et qui mettra en valeur sans écraser tous les décors. On définit la position des appareils dans cette première zone-là, par exemple. Après, c'est tout à l'identique jusqu'au bout. Alors, le projet pour la mise en lumière de la Galerie des Glaces, c'est principalement d'éclairer très très discrètement donc la voûte qui supporte la majorité des œuvres et d'avoir un peu l'impression en fait que ce sont les lustres qui sont répartis dans la salle qui diffusent une lumière. Ce qui veut dire qu'il faut éclairer de telle façon à ce que les visiteurs puissent
voir des détails, voir ce qu'il y a sur la voûte. Le but, c'était d'essayer de créer une espèce de brouillard lumineux qui fasse que les gens perçoivent et puissent lire les œuvres qui sont au plafond, tout en ayant l'impression qu'elles sont éclairées soit par la lumière du jour, soit par les lustres de nuit. Ici, chaque détail compte, parce que chaque détail a une histoire, chaque détail a son histoire. C'est un travail en amont qui est fait, qui est très important. On passe la matinée à définir les projecteurs, à définir là en ce moment les lustres au niveau sécurité. Vous avez un câble en fait qui est torsadé autour d'un tube d'acier. Il faudrait repasser entièrement le câble. Donc savoir comment on peut le repasser, parce que c'est classé. On ne peut pas passer un câble CR1 qui est orange comme ça le long du lustre au niveau de la galerie des glaces. On met une ampoule 15 watts dessus de chez Gérard Sudron, les grands siècles, qui ressemble à une flamme. Les astuces, c'est d'essayer d'une part de dissimuler les appareils d'éclairage. C'est un premier point, donc c'est trouver des appareils qui soient relativement compacts et qui répondent bien sûr à toutes les attentes des conservateurs, à savoir qui ne distribuent pas d'ultraviolet pour la destruction des œuvres, qui ne chauffent pas, puisque la chaleur, les problèmes caloriques sont aussi un souci pour les œuvres. Et en fait, le but aussi, c'est de trouver un équilibre entre la lumière extérieure qui pénètre dans la salle et la lumière intérieure. C'est-à-dire, on a besoin de plus d'éclairage, par exemple, de jour que de nuit, parce que de nuit, on n'est pas en concurrence avec la lumière extérieure. Donc, l'intérêt, c'est que les gens arrivent à percevoir de nuit, mais sans avoir autant d'éclairement, ce qu'on appelle l'éclairement, donc que de jour. Pour restaurer ces marbres, d'abord la quantité est assez impressionnante, il y a plus de 1000 mètres carrés de marbre. Donc la restauration consiste dans un nettoyage, parce qu'ils ont été successivement recouverts de cire pour leur redonner ce côté brillant, mais petit à petit ils perdent leur profondeur dans la couleur, et donc cette profondeur il faut la retrouver par différents nettoyages. Les nettoyages évidemment sont réalisés après une série d'essais, ils sont réalisés avec des solvants doux qui permettent d'éliminer simplement la salissure sans altérer l'épiderme du marbre. On va leur recréer une unité, c'est-à-dire que certains éléments comme ce campan ont des veines qui ont été creusées et qu'il faut reboucher. Donc on va réaliser à l'aide d'un stuc qui sera réalisé à partir de résine acrylique et de poudre de marbre de couleur adaptée à la fissure, va être appliqué sur le marbre de façon à combler toutes ces lacunes et redonner une homogénéité. Et le dernier traitement sera donc de recréer par-dessus une cire, mais cette fois qui sera solvantée, ce sont des cires microcristallines qui vont permettre d'imprégner la surface du marbre et lui redonner des tons qui seront beaucoup plus chaleureux. Là, c'est un test de ragréage pour trouver une harmonie, quelque chose qui esthétiquement redonne un bel aspect au marbre lorsqu'il est fissuré. La peinture, ce sont donc il y a de la chaux grasse et de la poudre de marbre, des terres naturelles ou des pigments. On va proposer des essais avec différents types de liants. Différents types de granulométrie, visuellement certains
marbres ont plus ou moins de cristallinité ou une profondeur différente. Il faut les nettoyer en profondeur. C'est pour ça qu'on va se servir de compresses à base d'argile afin d'entrer un peu dans les pores de ces marbres, ces différents marbres. J'aime l'histoire de l'extraction des marbres, de leur formation pour commencer, ensuite de leur utilisation, de leur recherche. Il y a une sélection superbe à Versailles. Sur la galerie des glaces, ils étaient beaucoup plus importants puisque le sol de la galerie était en marbre. Mais par la suite, sur les parements, je vous dis, il y a plus de 1100 mètres carrés, ce qui est très très important. Et surtout ce traitement, cette richesse dans la qualité des marbres. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je pense qu'on a cherché à trouver les plus belles carrières, et en particulier dans les Pyrénées, où le Sarancolin, le Campan, tous ces éléments-là ont été choisis, non seulement extraits des carrières, mais on choisissait les plus belles plaques. Et cet assemblage de marbre avait pour but de montrer la richesse qu'on pouvait avoir au niveau des carrières françaises et surtout la richesse de coloris pour mettre en valeur en somme un peu plus la galerie. Ça m'aidera à me relever. Si on s'était rats qui vont. Oui, c'est quand même assez. Là, on est en train de faire le démontage des bronzes en fait pour les restaurer en atelier. C'est des pièces qui ont été fabriquées en atelier et qu'il est plus facile de traiter sur place. D'une part, ça facilite le nettoyage des parties en marbre qui sont en dessous. Et puis d'autre part, il y a des traitements de type électrolytique qu'on peut pratiquer qu'en atelier. Là, les derniers traitements ont été un peu violents. Donc du coup, il faut souvent passiver ou passer dans des bains. Bon, toutes sortes de traitements qu'on pourrait difficilement envisager sur place, à moins de tremper toute la galerie des glaces dans un bain, ce qui est quand même pas trop conseillé. Une petite vis là, j'ai pas compris. Bon, ça fait le raccord. Je l'avais pas vu, tu vois, le raccord. Non, c'est bon, je tiens bien. Il n'y a pas de risque. Voilà. Oh, je préfère ça. Un coup sur la tête. Là, tu fais quoi? Le portrait de profil de Louis XIV avait été détruit à la Révolution et il a été refait à l'époque de la Restauration. Et là, le montage était amusant parce qu'en fait, à la Révolution, ils ont dû découper dans le cadre pour le remplacer par autre chose en tant qu'emblème représentant le despote royal. Et à la Restauration, ils ont proprement enlevé ce qui avait été remis à la Révolution pour remettre le portrait de Louis XIV. Là, on voit qu'il y a une retouche de dorure. Ça, c'était une couronne royale, en fait, avec des dents, comme une vraie couronne. Et à la Révolution, à l'époque de la Révolution, ils ont voulu supprimer tous les emblèmes royaux, donc ça a été modifié avec des petites fleurettes, ce qui fait que l'espèce d'anneau, là, ça ressemble plus à grand-chose. C'était une modification de type iconographique. Il y a marqué K à la craie, là, sur celui-là. Ah si, là, il y a un K. D'accord. Le même repère. Il est pas mal. Ouais, celui-là, il a l'air très entier. Ouais, très lourd, surtout. Intégré. Donc, c'est des pièces qui ont subi pas mal de transformations iconographiques et puis de raptassage divers. Donc, au niveau de la dorure, on a des parties dorées au mercure. Tout ça, c'est doré au mercure. Alors, la belle matière avec les brunis, les mats. Et puis, il y a des parties qui ont été rapportées ou modifiées, qui sont brunies avec d'autres techniques. Du coup, l'aspect est complètement différent. Et ça réagit très différemment au nettoyage.
Il a changé sur le plan celui-là. masse. Non, sur le plan masse, n'est pas indiqué à changer. Ah. Et moi, ce que je vous proposais, c'est de ne pas toucher celui-là Ouais. pour rester bien dans Oui. la tonalité grise en bas. Ouais. Et c'est de remplacer Ouais. celui-là par celui du Ouais. haut, Ouais. qui va se retrouver Ouais. beaucoup plus coordonné de couleurs, qui est exactement Ouais. entre ces deux couleurs-là. Donc c'est moins gênant de garder des miroirs piqués en bas, dans la travée du bas, que déjà dans celle-là. Donc là, vous avez un gros... vous voyez, Oui, enfin, un on gros le voit sur décalage. votre dessin Ouais, qui est parfaitement fait. Vous avez un gros décalage de couleurs qui est là. Si je vous mets celui-là, là, ça coordonne l'ensemble des couleurs à ce niveau. Donc j'enlève celui-là. Attends, tu me laisses ouais, je vais l'enlever seul, c'est bon. Attends, voilà, dégage-moi le passage. Le premier miroir de la galerie des glaces qui se démonte. Relâchez. C'est bon? Passe. C'est vraiment ici à Versailles, dans la galerie, qu'on a pour la première fois et de façon systématique autant de glace et surtout ce principe en fait de renvoyer la lumière, les lumières des arcades qui donnent sur les jardins, qui sont renvoyées à l'intérieur de la galerie, au plus profond de la galerie, grâce à ces arcatures. Donc ces jeux de lumière, de renvoi d'images, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire et novateur. Et c'est en fait ça qui a le plus marqué les contemporains au moment de l'inauguration de la galerie. C'est pas en fait les dimensions qui étaient tout à fait formidables aussi, mais c'est surtout ces images renvoyées, cette lumière renvoyée grâce au miroir. Ce côté particulièrement scintillant des particules d'étain, et ça est vraiment totalement typique du miroir en mercure. On ne le retrouve absolument pas sur des miroirs modernes. Et donc c'est un mélange, si vous voulez, de particules pures et de particules oxydées, et qui, elles, donnent cette couleur, ce teint très très particulier. Cette adjonction technique de la couleur du verre, de la couleur de l'étain et de son oxydation donne une couleur qui est totalement indéfinissable et totalement particulière. C'est la différence entre ces miroirs-là et votre miroir actuel et moderne de salle de bain. Et voilà. On rétablit une couleur qui ressemble le plus possible au miroir piqué. La galerie des glaces pour un miroitier, c'est quand même la Mecque. Donc je suis absolument ravi de travailler là. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pour une fois en plus, mon travail, lui, est dans le minimum d'intervention possible et plus dans la conservation de ce qui existe. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant aussi de savoir vraiment ce qu'on fait, de ne pas trop intervenir ou d'intervenir dans la juste mesure et pas de simplement changer du miroir pour changer du miroir. Et là, techniquement parlant, et les choix historiques sont vraiment très très intéressants, encore plus que sur un autre chantier.
Le travail n'est pas très compliqué, il faut remettre les lustres aux normes électriques et concevoir un système d'éclairage à l'intérieur plus malin, plus actuel. Ce qui a été difficile, c'est de jouer sur les températures de couleur parce que nous voulons que le lustre donne l'impression d'être éclairé par des bougies avec des petites ampoules qui ressemblent à des flammes qui éclairent très jaune, mais mettre en même temps le cristal en valeur. Et pour mettre le cristal en valeur, on joue avec des températures de couleur plus élevées, plus blanches, qui donnent un aspect au cristal scintillant et propre, même quand le lustre est un petit peu sale. Donc il faut truquer ce que l'on voit sans qu'on le voie. On réutilise des ampoules et des bougies qui soient le plus proche possible d'une flamme. Par contre, à l'intérieur, on a fabriqué de petites navettes en bronze argenté, de la même couleur que les lustres, dans lesquelles nous mettons de toutes petites ampoules qui vont, elles, être très discrètes et éclairer que le cristal et mettre en valeur le lustre. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, parce que là, on fait un essai. Donc nous essayons plein de différents scénarios pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Et on va attendre que la nuit tombe pour voir ce que ça donne aussi de nuit. Pour être plus proche de la lumière qu'il y avait à l'époque de nuit lors d'une fête au château de Versailles. Ça va ? Ah, je recommence pour Monsieur Foucault alors. Le problème qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on commence à vouloir éclairer de l'intérieur, soit on admet des taches de lumière dans le lustre, mais c'est quand même très artificiel parce que ça détourne l'attention. Soit il faut carrément dire que c'est tout le lustre presque qui se trouve éclairé et on est presque conduit à faire ça, mais avec un éclairage qui serait beaucoup plus doux. Si on peut baisser suffisamment effectivement cet éclairage d'appoint, mais bien le répartir pour qu'on ait l'impression que c'est une totalité de scintillement en fait des bougies. Ça va bien. Comment vous la rentrez dedans là ? Par là, comme ça ? Non, dans l'autre sens ? Non, il faut déjà rentrer ça. Ouais, d'accord. Mais normalement, la douille sera collée et on pourra enlever tout là. C'est ça. Jean-Louis, tu peux après me la mettre à côté pour qu'on voit. Oui. Attendez, on voit pas la différence. Non, les bougies, c'est dans la journée qu'il faut regarder. Il faut pas qu'elles soient trop jaunes. Hein. On est dans des bougies plutôt blanches et ça aura tendance à jaunir de toute façon. Donc il faut faire attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour, la qualité de la lumière naturelle, oui, justement, mais de jour, elle doit être.
lascio un pochino più piatta così con la spatola. Deve venire più qua. Più così. En train de faire la reconstitution des parties qui manquent. Et les parties de feuilles, les doigts, la lacune sur la tête. On ne peut pas dire qu'ils sont en mauvais état. Il y a des endroits où on doit faire des consolidations, mais ça c'est normal. Et puis il y a des petites parties qui manquent, mais ne sont pas en situation mauvais état. Non. On fait les masticages en plusieurs phases. On fait une petite armature. Et après on met les stucs. Et doit faire la forme des parties qui manquent. Et en train de faire déjà fait les analyses et j'attends les résultats. Oui, je pense qu'il y a de plâtre à l'intérieur, mais je ne sais pas s'il y a même de la poudre de marbre. On attend les analyses pour le savoir. Les mortiers, il va attacher mieux quand la surface c'est pas très lisse. S'il est trop lisse, il ne va pas attacher. Alors c'est pour ça qu'on va faire. Je pense à beaucoup de choses, mais à la forme des feuilles, les matériaux différents. Il y a beaucoup de concentration quand on travaille sur ça. Dopo il fiore, quanto ricostruisci tu? Beh, considera che comunque questo fa così, cioè nel senso... C'est vraiment un grand chantier, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici et c'est important de faire du travail avec l'autre personne. Et parce que c'est la galerie des glaces, que c'est très, très belle. Donc là en fait, on est en train de préparer l'eau à dorer. Donc c'est une eau additionnée de colle, d'un petit peu de colle. C'est ce qui va permettre en fait à la feuille d'or de coller, d'adhérer au support. On a beaucoup de brosses, des brosses de différentes tailles pour différents usages. Depuis le 17e, on est resté avec les mêmes produits, les mêmes brosses, les mêmes pinceaux. Il n'y a pas d'évolution récente. Il n'y en a pas d'utilité d'ailleurs, de toute façon. Donc en fait sur des mouilleux par exemple, donc c'est les brosses en martre, en poils de martre, du petit gris ou de la martre. C'est un petit animal et ce sont les poils de sa queue dont on se sert en fait. Ça s'envole au moindre coup de vent. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement fin. Il y a des batteurs, donc ce sont des batteurs d'or. Donc batteurs parce que en fait ils aplatissent l'or jusqu'à lui donner une épaisseur infime qui va nous permettre à nous de le manipuler et donc de l'appliquer.
Il y a différents produits à passer avant d'appliquer la feuille d'or. Si on ne mettait pas de vernis, si on laissait la partie blanche en fait comme ça, notre eau à dorer serait entièrement absorbée par le support. Alors une des petites difficultés qu'on a ici, c'est qu'en fait on travaille en surplombant un petit peu ces stucs dorés, alors qu'en fait il faut penser qu'ils vont être vus du dessous, vus de la galerie. Donc en fait il ne faut surtout pas oublier de regarder un petit peu en dessous et de s'occuper des parties qui sont invisibles en fait quand on travaille sur une caisse ou même juste à hauteur. Passe la palette à dorer sur la peau comme ça, c'est pas sur la barbe, c'est sur la peau. C'est pour attraper de la graisse, pour graisser en fait la palette. Et comme ça, on va pouvoir happer la feuille d'or avec notre palette. Donc on peut le faire avec la joue, il y en a qui le font avec les cheveux, il y en a qui le font avec l'avant-bras. Il y a différentes solutions. Moi, c'est la joue. Le travail de dorure, c'est qu'une étape dans tout le processus qui va conduire à avoir une partie dorée, à donner un support propre à recevoir la feuille d'or. Et après même la pose de la feuille d'or, on a encore des étapes, la patine, le matage, différentes choses. Notre coin à nous, Galerie des Glaces. Je m'appelle Jean-Manuel Dematos, j'ai 36 ans. J'ai fait un BEP d'électrotechnique. Bon, nous voilà dans la Galerie des Glaces. Les premiers travaux qu'on a fait ici quand on est arrivé, c'est à partir du mois, on est arrivé à peu près en mars-avril. On a fait tout le passage de câbles, tous les réseaux, informatique, sono, courant fort, et on a les trappes, on a fait aussi les prises pour les girandoles, des deux côtés. Là, on va passer par les appartements du roi. Ah. Bon. Bonjour. Bonjour. Fermez la porte derrière vous. Vous voyez la colonne, toute la colonne. C'est là où on a eu quand même le gros travail
On savait qu'il y avait une cheminée, c'était un passage qui avait déjà été étudié. Voilà tous les passages. On a dû travailler avec des harnais de sécurité. Il y a combien? Il y a 7-8 mètres de vide. Travailler dans un endroit comme ça, c'est quand même un privilège. Hein. Et il y a aussi le contact humain avec les collègues. Et bon, moi je suis plutôt câblage, j'aime beaucoup le câblage, hein, tout ce qui est câblage armoire et tout ça. Vérifier à tout ce qui est sécurité, c'est un point très important. Et suivre toutes les équipes et faire surtout un travail d'équipe. Hein. Dès qu'il y a un petit problème, elles viennent me voir et j'essaie de résoudre les problèmes. Bon, là, on a les tableaux divisionnaires. C'est des tableaux de chantier hein, pour le provisoire. Et de là, on va recréer des armoires qui vont se retrouver de l'autre côté pour tout ce qui est galerie des glaces. Il ne faut pas laisser les lumières allumées. Je suis Arnaud Amelot, j'ai 34 ans. Je suis architecte du patrimoine, c'est-à-dire que je suis architecte en premier de formation, des PLG. J'ai fait mes études en fait à l'école d'architecture de Paris-la-Seine, UP9, qui était en fait à l'emplacement de l'école des Beaux-Arts. Et il se trouve que cette école avait aussi une orientation dans l'esprit un peu Beaux-Arts. Et puis j'ai fait une spécialisation au niveau de la conservation du patrimoine. C'est en fait une formation qui est assurée par les cours de Chaillot, qui se fait en 2 ans sur la conservation, sur l'urbanisme et sur la gestion des secteurs sauvegardés en France. On passe, je sais pas comment... Pardon, on passe... Bon. Il faut réaliser un diagnostic, il faut après prévoir le protocole de restauration et d'intervention. Et puis, nous suivons en fait ce dossier de cette étude jusqu'à son aboutissement ultime qui est la réalisation des travaux. Je travaille depuis 10 ans ici, au château de Versailles. Ah, c'est l'autre côté. Mon métier, je le vis de façon passionnée. C'est vrai que ça fait depuis très longtemps que je veux être architecte et j'ai voulu, dès l'âge de 14 ans, travailler dans le patrimoine. Donc c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Et venir à Versailles et de travailler à Versailles, c'est quelque chose de fantastique. C'est vraiment concrétiser son rêve d'enfant. Lorsque j'ai fait mes premiers chantiers de bénévoles à 14 ans de restauration, c'était sur des vieux châteaux en France. Et si vous voulez, vous êtes pris par cette passion, vous communiquez avec d'autres jeunes qui sont comme vous, qui aiment l'histoire, qui aiment l'architecture et qui... voilà, veulent partager, mettre en commun cette attirance et qui veulent aussi sauvegarder pour les générations futures le patrimoine français.
secteur-là, on trouve une ou deux couches d'or qui sont déjà des restaurations très très compliquées. J'ai l'impression que c'est même ceux-là qui vont vous poser le plus de soucis. Ce qui est important, c'est le sens de l'organisation, c'est aussi voir les synthèses. Je crois que oui, c'est ça, il faut être synthétique, il faut avoir des connaissances en histoire, en architecture, avoir des connaissances au niveau des techniques anciennes, hein, si on s'oriente vers finalement la restauration et la conservation du patrimoine. Voilà, et puis je crois qu'après, il faut laisser les choses aller, il faut être naturel, et je pense qu'il faut aussi un bon contact humain parce qu'on est amené à rencontrer toutes sortes de personnes. C'est toujours une question de rapport entre les gens. Je suis Valérie Fortis, j'ai 28 ans, je suis restauratrice de marbre depuis 5 ans. Alors j'ai fait une école de restauration en Italie, à Venise, en fresque. Et par la suite, j'ai travaillé à Venise sur différents chantiers où on m'a initiée effectivement à la pierre et au marbre. Un peu à la mosaïque, au bois polychrome, j'ai eu la chance de toucher à différentes choses. Ensuite, j'ai repris mes études en France sur le vitrail. Il faut avoir une bonne connaissance de la matière, de ses réactions, de ses pathologies évidemment. Je crois qu'il faut rester doux ou minimaliste en tout cas dans l'intervention pour ne pas trop agresser le support, pour ne pas travailler de façon trop extrême. Il faut avoir de la patience, ne jamais être fatigué d'étudier, d'échanger avec les autres, rester ouvert le plus possible. Et peut-être avoir la capacité d'essayer de se concentrer à la fois sur des endroits très restreints, petits, travailler dans le détail, et également en considérant l'ensemble. Là c'est pareil. Ça précise. Oui, et puis là, il n'est pas dans le ton non plus. Hein. Il manque un peu de jaune, les couleurs sont pas vraiment la même chose. Donc là après c'est pareil, il faut voir aussi si aujourd'hui on trouve encore ce marbre-là, dans ces tons-là, dans les stocks qu'ils ont pour remplacer. Je dois faire respecter donc le protocole sur lequel j'ai travaillé. Et je forme l'équipe qui m'accompagne, je les suis. Et j'essaie d'organiser le travail pour tout le monde. Il s'agit donc, dans ce cas, c'est la phase finale du nettoyage où il s'agit d'absorber la saleté qui est entrée en profondeur dans le marbre, dans les pores du marbre. Et il y a des résultats assez étonnants après une compresse. On répond aux appels d'offres. Et puis, quand on a le feu vert, eh ben, on commence des chantiers. C'est sur de courtes périodes, ou plus ou moins courtes ou longues. Je pense que l'étape successive, finalement, si on est capable de diriger correctement une équipe et de faire aboutir de la meilleure façon possible tout le travail, c'est après de fonder sa propre entreprise. Je pense que c'est la finalité de toute personne qui est restaurateur. Je crois que j'ai toujours aimé donc, tout ce qui concerne la matière naturelle, les arts,
la façon dont l'homme a travaillé avec les matières qu'il avait à disposition, l'expression artistique. Donc le fait de prendre soin des objets qui ont une mémoire, ça c'est, je crois, ce qui m'a donné envie. C'est l'idée de la mémoire avec la matière, transmise par la matière. Moi, ce qui m'a amené à la restauration, enfin à la dorure en général, c'est mon père. Puisque mon père est doreur, c'est son entreprise actuellement. Donc c'est lui qui m'a formé très jeune, on va dire. Et donc voilà, c'est comme ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Le CAP de doreur, c'est un CAP de 3 ans. On travaille chez un professionnel, donc dans un atelier, auprès d'un doreur. Et en fait, on est juste astreint à suivre des cours théoriques à cette école, mais ça ne représente, c'est 1 jour par semaine. Donc en fait, concrètement, on apprend vraiment le métier chez un professionnel, donc de la dorure. C'est vraiment, l'apprentissage se fait auprès de personnes très qualifiées. Il y avait des cassures, des manques. Donc ce sont les parties qui ont été refaites, réintégrées. Donc, comme cet orteil par exemple. Il lui manquait son orteil à ce poutis. Donc il a été réintégré. On pense à la façon dont on va raccorder la dorure, la restauration qu'on va effectuer, c'est-à-dire la feuille d'or qu'on va poser, comment on va pouvoir en fait l'accorder avec l'ancienne dorure. C'est tous les jours quelque chose de nouveau. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On croit avoir vu un certain nombre de choses et on redécouvre un autre type de dorure, une autre technique. Et ici, en plus particulièrement, c'est aussi chargé d'histoire, donc c'est assez intéressant. Dans chaque atelier de dorure, il y a un petit peu des petites différences. D'une manière générale, tout le monde travaille à peu près pareil pour ce qui est de la conception de la dorure. Et chacun a ses petites astuces parce que c'est aussi des préférences, mais au final, c'est à peu près la même chose. Mais chacun a ses petits secrets d'atelier. Il y a encore un petit peu ça, parce que la dorure, il y a encore la culture du métier d'art transmis un petit peu de maître à apprenti.
Je m'appelle Claire Boual, j'ai 33 ans, je suis restauratrice en peinture et je travaille depuis 1 an. C'est une profession libérale en fait. On s'est regroupé pour fonder cette équipe, pour pouvoir mener à bien la restauration des peintures. Salut Claire, ça va? Très bien. Et toi? Mon métier, c'est contribuer à la conservation des peintures et aussi à leur mise en valeur esthétique, donc par leur restauration. Donc c'est contribuer à préserver le patrimoine pour faire en sorte que dans le futur, les gens puissent continuer à regarder ces œuvres. On essaie de mettre en valeur la peinture originale en faisant reculer la lacune par l'apport de couleurs. Alors, j'ai été formée à l'université à Paris 1, donc j'ai une maîtrise de sciences et techniques en conservation-restauration des biens culturels et c'est une formation qui s'effectue en 4 années. J'ai toujours été attirée par le dessin, donc j'en fais depuis que je suis jeune et un jour j'ai vu une restauratrice sur un échafaudage et ça m'a donné envie de faire ce métier. C'était à Versailles justement. C'était une visite que je faisais du château avec mes parents et c'était dans le château. Je ne me souviens plus dans quelle salle, mais je vais avoir 12-13 ans. C'est émouvant car on travaille... car ce sont des peintures prestigieuses qui ont traversé les temps. On s'approche, on touche ces peintures, on les voit de près, donc on voit leur technique, leur matière de près. Tu peux me donner ton avis là? Ici, là, tu as une tache un petit peu claire. Je pense qu'il faudrait foncer un petit peu. Et là, oui, c'est un petit peu bleu aussi, là. L'avantage de notre métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. On travaille sur des peintures différentes chaque fois, avec des gens différents, une équipe qui se forme pour chaque aventure. Et c'est important.